évidemment. Donc, Stéphane Lagarde, je suis président de Serre France Occitanie et avant tout président du Serre France Lot. Je suis agriculteur dans le sud du département du Lot. Sur notre structure régionale, donc Serre France Occitanie, c'est une association donc, qui regroupe nos 7 Serre France, 7 puisque certains couvrent l'échelle de plusieurs départements. C'est une structure qui n'a pas de clients. Tous les Serre France locaux ont les adhérents de leur territoire. Pour autant, Serre France Occitanie est au service des Serre France de la région. Initialement, donc créé il y a, je ne sais pas exactement, en fait, une trentaine d'années, notamment pour la formation de tous les collaborateurs des Serre France. Et puis, cette structure nous sert aussi, évidemment, à échanger avec vous tous, partenaires institutionnels de la région, à mener des projets en commun à notre échelle. Et puis, et c'est surtout ce qui nous fait nous réunir aujourd'hui, un volet études et observatoire. Donc, cette présentation d'aujourd'hui, l'Observatoire d'anticipation des résultats, elle est issue du travail des chargés d'études de tous les Serre France. Et alors, initialement, ça remonte à un petit moment maintenant. C'était une commande de la DRAF à l'époque. Et puis, on a souhaité pérenniser l'étude. Et donc, grâce au club des partenaires, on continue donc chaque année à vous présenter ces études. Alors, le club des partenaires, je vais quand même en dire deux mots. Déjà les citer tous, donc, puisqu'on a les deux coop Arteris et Vivadour, 4 banques, que sont le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel Midi-Atlantique, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées et la Banque Populaire Occitane, de même que la Chambre régionale d'agriculture, Groupe Amadoc, la SAFER Occitanie et BRL, organisme de gestion et de distribution de l'eau. Donc, grâce à ces partenaires, comme je le disais, on arrive donc chaque année à faire travailler nos chargés d'études, à leur présenter en exclusivité dès le mois de novembre ces résultats prévisionnels. Et puis, maintenant que le temps est un petit peu passé, on vous les présente à tous pour partager justement ces simulations de résultats. Alors, l'objectif, évidemment, il est pour tous d'avoir une vision la plus précoce possible, je dirais, de la situation des différentes filières. Donc, pour aujourd'hui, effectivement, les filières animales. Et donc, de pouvoir savoir un petit peu l'état de santé, pouvoir anticiper d'éventuelles crises. Alors, on le redit chaque année, et chaque année, malheureusement, il y a des crises. Pour autant, il ne faut pas perdre espoir, même si parfois il est difficile, quand on est agriculteur et confronté à des difficultés, de se dire que malgré tout ce qu'on prévoit, tout ce qu'on sait, il est difficile pour le politique de pouvoir apporter des réponses. Néanmoins, voilà, on continue ce travail et de précision et de prévision sur toutes les filières agricoles de notre région. Voilà. Donc, merci à tous de votre participation. Une bonne matinée de travail. Et puis, sans plus attendre, donc, je vais laisser la parole à nos deux chargés d'études, que sont Damien Ameline du Serre France Lot et Sandrine Sabatier du Serre France Gascogne Occitane. Merci. Alors, je vous vais donner quelques consignes aussi pour plutôt logistique. Donc, on va s'arrêter à la fin de chaque partie pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, vous avez la possibilité de les poser soit par le chat, soit en levant la main pour demander la parole. Je vous précise aussi que la séquence est enregistrée, puisque le diaporama ne sera pas diffusé, il est réservé aux membres du club des partenaires. Par contre, on vous diffusera les liens pour visionner les replays. Voilà, donc l'enregistrement a déjà commencé. On va rentrer dans le vif du sujet, et donc c'est Sandrine qui démarre. À toi, Sandrine. Bonjour à tous. Je vais démarrer par une phase introductive un peu pour vous rappeler voilà, la méthodologie que l'on utilise pour faire cet observatoire. Donc, dans un premier temps, quelques précautions de lecture pour vous rappeler que en fait, ce sont des résultats prévisionnels qui sont établis alors que la campagne n'est pas encore terminée.
Ensuite, c'est aussi un travail qui est fait à l'échelle de la région. Donc, notre région est grande, donc du coup, on travaille sur des moyennes régionales. Ça va forcément masquer des écarts qu'il peut y avoir entre certains départements, mais à chaque fois que ces écarts sont significatifs, on ne manque pas toutefois dans nos prévisions de les rappeler et d'attirer l'attention sur ça. Et comme on est, je vous le disais, en cours de campagne et qu'elle n'est pas terminée, ben forcément, il faut interpréter ces prévisions plutôt comme des tendances et non retenir les chiffres que l'on va vous énoncer. Voilà, pour, dans un premier temps. Alors, comment on établit notre observatoire? Donc, ben, la méthode que l'on utilise, on part des résultats antérieurs, donc du dernier exercice comptable clos. Donc là, c'était 2023. Et aussi, on regarde quand même, on travaille sur des moyennes aussi antérieures. À ces résultats, ben, on va appliquer des hypothèses de travail que l'on élabore ben, en suivant les marchés, en suivant le contexte de la campagne, que ce soit le contexte économique, météorologique, en regardant aussi les événements particuliers qu'il y a eu sur cette campagne et qui ont impacté directement nos résultats. Et ceci va nous amener ben, à des prévisions. Donc, les prévisions qu'on va vous présenter, ce sont des prévisions de BE et des prévisions de revenus disponibles. Donc, quelle filière allons-nous aborder aujourd'hui? Donc, dans un premier temps, on rappellera le contexte de la campagne 2024 avec la conjoncture. Ensuite, au niveau des productions, tout d'abord, on traitera les productions bovines, bovin-lait, bovin-viande. Ensuite, on passera aux productions ovines, ovin-lait et ovin-viande, sans oublier donc dans notre région les résultats prévisionnels pour la filière canard gras. Et après, donc, il y aura une synthèse de ces résultats-là et des revenus disponibles par filière. Et on conclura par des pistes de réflexion pour l'avenir. Donc, dans un premier temps, nous allons regarder pardon, le contexte de la campagne 2024 et l'élément incontournable pour nos agriculteurs et qui a une forte influence, que ce soit à la fois sur les productions végétales et animales, ben, c'est la météo. Donc, rapidement, hein, vous retracez un petit peu l'année 2024 en rappelant un petit peu ce qui s'est passé sur la campagne culturale. Donc, c'est vrai que on a eu un automne, on a eu un automne chaud et pluvieux, avec des conditions de semis qui ont été plutôt, alors on va dire favorables, mais très étalées dans le temps pour les cultures d'hiver. Donc, du coup, avec voilà, une mise en place des céréales un peu compliquée, de par un hiver qui a été plutôt doux et où le gel est intervenu très tard, ben voilà, on a eu des levées qui ont été hétérogènes, des problèmes de talage, mais en fait une pression des maladies. Euh, et ben ça s'est poursuivi sur le printemps avec aussi là de fortes pluies sur les mois de mai, avril et mars. Et donc une pression sur les maladies importante. Donc la récolte des céréales sur l'été a été altérée parce que ben voilà, sol pluvieux, un sol humide, donc une récolte qui s'est étalée et du coup une qualité des rendements qui ont été altérés. Alors, du coup, ça veut dire quoi pour nos productions animales? Ben, ça veut dire que les compléments céréaliers de céréales que l'on peut apporter dans la ration, ben, sur cette campagne-là, ben, ça a été compliqué. Les rendements n'étaient pas là, la qualité n'était pas là. Donc, forcément, une autonomie alimentaire céréalière un peu moins importante cette année. Si on regarde sur les cultures d'été, donc les cultures d'été au niveau de nos élevages, quelle est la principale culture d'été qu'on met en place? Ben, ça reste le maïs. Donc c'est vrai que ça a été une campagne culturelle compliquée pour le maïs, déjà de par le printemps pluvieux et donc des semis qui ont été étalés. Après, l'alternance de pluie, de soleil a fait que le développement quand même de la plante a été bon, avec pour certains des recours à l'irrigation moins importants. Mais au moment de la récolte, on le voit septembre-octobre, récolte très compliquée
On va dire que les ensilages précoces, on a eu une récolte quand même intéressante. Et par contre, pour ceux qui récoltent en sec pour après en faire de la farine, là, ça a été un peu plus compliqué. Les sols étaient gorgés d'eau, la qualité était un peu plus altérée. Et derrière, du coup, il y a même des endroits où la récolte n'a pas pu se faire et les maïs n'ont pas pu être moissonnés. Donc, c'est vrai qu'une météo qui a quand même altéré la récolte des céréales, que ce soit des céréales d'hiver ou des céréales d'été avec le maïs. Donc, une ration, on va dire, qui va être peut-être un peu moins efficace au niveau céréalier que la campagne 2023. Si on regarde au niveau de l'évolution de la pousse de l'herbe, puisque nos productions animales, essentiellement, que ce soit nos bovins ou nos ovins, ils mangent de l'herbe quand même. Donc là, c'est vrai qu'on a eu, voilà, comme je vous le disais, cette alternance de pluie et de soleil qui a été favorable à la pousse de l'herbe, avec des premières coupes sur la région, voilà, qui ont été bien présentes, bien abondantes, avec des qualités bonnes en moyenne selon les secteurs. Euh, Ensuite, c'est vrai qu'au mois de juillet, voilà, la partie nord de la région, voilà, on a toujours eu des secondes et des troisièmes coupes qui ont été réalisées de bonne qualité et en quantité intéressante aussi. Mais on avait une zone qui commençait à s'assécher ici avec une production un peu moins importante. Mais c'est vrai que les pluies de septembre et octobre ont permis une repousse automnale intéressante sur toute la région. À noter toutefois qu'on le voit sur l'est ici de notre région, avec les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault, qui sont toujours en rouge, alors quelle que soit la saison, et qui ont quand même bénéficié de pluie, mais qui n'ont pas été suffisantes pour compenser les déficits importants qu'il y avait sur ces secteurs-là en termes de pousse d'herbe. Autre élément aussi de notre automne pluvieux à mettre en avant, c'est que certes l'herbe a poussé et sur la chaîne des Pyrénées, au moment de la descente des estives, on a toujours voilà, cette deuxième pousse automnale qui est intéressante, sauf que là, on est arrivé sur des zones où on avait les sols gorgés d'eau et en fait, les troupeaux n'ont pas pu profiter pleinement de cette ressource fourragère et d'autant plus qu'avec ces sols gorgés d'eau, on a eu pas mal de piétinements, pas mal de sols abîmés et de prairies à surveiller pour le printemps avec certainement des passages d'air ou autres à faire pour remettre en état parce que c'est vrai que voilà, l'eau a fait aussi des dégâts à cette période-là. Donc voilà un petit peu pour le contexte climatologique voilà, et le comportement, on va dire, de la ration pour nos élevages. Si on regarde de façon un peu plus générale maintenant, au niveau mondial et économique, qu'est-ce qui s'est passé sur cette campagne 2024? Donc, on a eu une croissance mondiale plutôt stable. Alors en apparence, avec voilà, une succession d'événements qui a pesé sur la croissance depuis 4 ans, là, avec le Covid, avec les conflits, une inflation depuis l'année dernière qui était présente et un durcissement monétaire et des écarts de revenus qui se sont creusés entre les économies en développement et les économies avancées. Donc, les prévisions pour 2024 donc, ont été revues à la hausse en octobre pour les USA et les pays émergents d'Asie, donc avec voilà, une prévision de croissance positive sur ces pays-là, qui sont tirées notamment pour les pays émergents d'Asie par des demandes fortes sur certains composants semi-conducteurs notamment. Et par contre, on a voilà, une croissance revue à la baisse. Pour, Après, je sais pas s'ils seront nombreux, je vais voir. pardon, mais une croissance revue à la baisse pour les grands pays européens et pour les pays émergents et en développement, notamment cette croissance revue à la baisse pour cause de conflits et de troubles sociaux sur ces pays-là. Les prévisions de croissance sont
la prévision de croissance est plus lente pour la période de 2024 à 2025 à 2026 pardon, que ce qui s'était passé au cours de la précédente décennie, et avec des projections pour 2025 avec beaucoup d'incertitudes, voilà, avec des tendances démographiques qui sont plutôt défavorables, une dette publique élevée, une montée du protectionnisme pardon, dans certaines zones. Et voilà, on le connaît, un contexte aussi géopolitique qui est assez tendu. Au niveau de l'inflation, donc on est plutôt sur un retour à la normale avec voilà, 2024, une inflation à 5,8% au niveau monde. Au niveau de la zone euro, on est redescendu à 2,4% et au niveau France à 2,5%, avec des prévisions pour 2025 qui sont à la baisse par rapport à 2024. Et on voit voilà, un retour à une inflation à 1,5% prévue pour 2025. Donc, c'est ce qu'on appelle voilà, le retour d'une désinflation, c'est-à-dire que l'inflation est toujours présente, mais dans des mesures un peu plus modérées. À septembre, alors à août 2024, l'inflation passait sous les 2% et en septembre 2024, elle était à 1,2%. Mais voilà, ce n'est pas équitable dans tous les postes, puisque on peut le voir ici. Ici, sur le graphique, on a une inflation donc sur les produits alimentaires qui progresse peu, donc ici en bleu, donc fortement progressé sur 2023. Et ici, sur 2024, on est voilà, sur une inflation alimentaire qui progresse très peu et qui est plutôt qui va être sur un an aux alentours de 0,5%. Les produits, au niveau des produits manufacturés, c'est pareil, c'est une inflation qui a fortement ralenti. Mais par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'au niveau des services, ici en violet, voilà, on voit une forte inflation sur l'année 2023 et qui reste quand même fortement présente sur la campagne 2024, donc avec plus 3,1% constaté sur 2024. Donc cette hausse de l'inflation sur les services, c'est les entreprises qui répercutent les hausses de salaire sur leurs prestations. Pour 2025, au niveau, voilà, le taux serait inférieur du fait de la baisse des tarifs de l'électricité et la baisse des cours pétroliers. Donc, si on regarde maintenant les prix au niveau de l'énergie. Donc, on a eu par rapport à une année toujours pareille, une année 2023, c'est vrai, où on avait connu voilà, des taux, des cours de l'énergie très hauts. Mais là, on est sur quelque chose de plutôt stable. Et plus à la baisse par rapport aux années précédentes, notamment ici avec les prix du gaz qui étaient orientés à la baisse sur le début de l'année, qui ont stagné et qui là remontent légèrement, mais en aucun cas ne reviennent sur des hauteurs comme on a pu le connaître sur fin 2022 et 2023. Le cours du pétrole qui, lui, est orienté à la baisse sur 2024. Et au niveau des prix de l'électricité, pareil, plutôt des tarifs orientés à la baisse sur cette campagne-là. Donc, si on regarde maintenant en application plus concrète sur nos exploitations, comment ça se traduit, tous ces éléments-là, au niveau du coût de nos intrants. Donc, pour cette campagne-là, on a des coûts des intrants, comme on vient de dire, qui sont à la baisse. Le poste le plus impacté par cette baisse, c'est le poste engrais, donc avec une baisse de l'indice IPAMPA de 26%. Donc, on le voit ici en rouge, voilà. On était sur une campagne 2023 avec des intrants qui étaient vraiment très hauts. Et là, sur la campagne 2024, on est sur des intrants qui sont plus bas. Alors certes, on n'est pas sur les niveaux historiques que l'on a connus sur les campagnes 2020-2021, mais on est sur des tarifs qui sont avant 2022, qui sont proches de fin de 2021. Autre poste aussi important qui a baissé au niveau de nos exploitations, c'est le poste des aliments, donc moins 11%, qui reste bas, qui est plus bas que la campagne précédente. Donc ça, c'est aussi lié au coût de la matière première qui est plus bas.
Mais par contre, c'est ce sur quoi on a tiré l'attention sur la diapositive précédente, c'est au niveau des services. Là, par contre, c'est un poste, les services, qui, depuis 2020, ne cesse de progresser avec un indice qui a progressé en 2023 de 1,8% et sur 2024, on était à plus 2,1%. Alors, les services, on les voit apparaître surtout au niveau de nos exploitations sur les charges de travaux services extérieurs, donc sur les prestations auxquelles on fait appel pour nos exploitations. Et c'est aussi dilué à la fois dans les charges opérationnelles et dans les charges de structure. Donc globalement, sur cette campagne-là, on a un contexte charge qui est plutôt orienté à la baisse et plutôt, on va dire, favorable à nos systèmes. Alors, il y a un autre élément important sur cette campagne 2024 qui a marqué nos élevages, c'est le contexte sanitaire. Alors, ça avait démarré en 2023 et ça s'est accentué en 2024. Donc ici, la situation, que je vous présente, elle est au 13 novembre, mais elle est inchangée aujourd'hui sur le territoire français, dans le sens où on a 4 maladies vectorielles qui sont présentes sur le territoire. Les maladies vectorielles, c'est des maladies qui touchent les bovins, les ovins et les caprins aussi, il ne faut pas les oublier, et qui sont transmises par ce qu'on appelle des culicoïdes, donc par des petits moucherons qui vont piquer nos animaux et qui vont être les vecteurs de ces maladies. Alors, sur notre territoire national, on retrouve la MHE. Donc, la MHE, elle est apparue l'année dernière, en 2023. Elle est arrivée ici par l'ouest de notre région et elle a progressé après sur toute la région Occitanie et en remontant vers le nord. La FCO3, qui, elle, est apparue cette année par le nord-est. Elle est arrivée tout droit des Pays-Bas. Et donc la MHE, elle a touché principalement les bovins. La FCO3, elle touche à la fois les cheptels bovins et ovins. Donc elle descend progressivement. Alors sur notre région, on n'a pas eu de gros impacts. On a un cas qui est apparu ici dans le Tarn-et-Garonne et qui, on le verra après quand je développerai, a eu un impact, on va dire, plutôt sur les échanges économiques au niveau de notre région. La FCO8 et la FCO4, c'est deux variants qui sont connus depuis maintenant 2019 sur notre région. Mais la nouveauté, c'est que la FCO8 qui est arrivée cette année et même l'année dernière sur les départements de l'Aveyron et du Cantal, c'est une mutation du variant 8 historique qui est fortement impactante sur les cheptels bovins et ovins, et notamment au niveau ovin, elle a fortement impacté la chaîne des Pyrénées cette année sur cette campagne-là. Donc, on a des départements qui sont touchés que par une maladie, on a des départements qui sont touchés par plusieurs maladies et les conséquences de ces maladies, ben, c'est des pertes de production et des perturbations sur les échanges commerciaux. Donc, si on regarde maintenant maladie par maladie, donc la MHE, donc au 13 novembre, on était à 2957 foyers au niveau national. Aujourd'hui, on est à 3600 foyers, donc 40% dans la région Occitanie. Donc, ce que je vous disais en introduction, c'est la région sud-ouest qui a été impactée l'année dernière en premier, et ça s'est vraiment étendu sur toute la région Occitanie. On a eu une petite pause, mais très légère, durant l'hiver, et puis c'est reparti de plus belle après. Voilà, et les pauses, c'est dû à un moucheron un culicoïde un peu moins actif. Mais c'est vrai que, comme on le disait en amont, bon, voilà, on a eu un hiver doux, humide. Il y a eu quelques gelées en avril-mai, mais voilà, le culicoïde est quand même resté actif plus ou moins sur toute la période hivernale. Et c'est bien reparti après sur le printemps et l'été, et ce qui fait que voilà, on a des foyers qui ont progressé sur toute la zone.
Donc, au niveau de cette MHE, donc en 2024, il y a un plan d'indemnisation qui a été mis en place à travers le programme du FMSE, donc avec la prise en charge des pertes liées à la mortalité ou euthanasie des animaux malades et la prise en charge de 90% des coûts vétérinaires. L'impact sur les exploitations, c'est comme je vous le disais, des pertes, des mortalités, de l'infertilité sur les taureaux et du coup, derrière, une baisse des naissances. Il y a une première étude qui a été faite par l'Institut de l'élevage sur justement les premiers résultats sur les premiers départements touchés en 2023, donc sont le 64 et le 65, et qui met en avant ces éléments-là, mais ce sont pour l'instant que des constatations donc sur une augmentation des mortalités des vaches allaitantes et une baisse des naissances, principalement sur les départements touchés l'année dernière sur la MHE. Donc face à la MHE, il y a une stratégie vaccinale qui a été mise en place, donc le vaccin qui est arrivé cette année. Et donc, pour éviter que la zone réglementée ne s'étende trop et ne touche l'est de la France, ben, en fait, vous voyez ici, il y a une barrière vaccinale qui a été mise en place par l'État. Donc, ça veut dire que ben, sur ce département-là, pardon, donc, la vaccination est prise en charge par l'État et est fortement est faite au niveau des élevages pour éviter que la MHE ne se propage. Sur ces départements ici, fortement touchés, la vaccination est recommandée, fortement conseillée, mais elle est à la charge des éleveurs. Donc voilà pour le point MHE. Si on regarde maintenant au niveau des FCO, donc la principale qui a touché notre région, nous, Occitanie, c'est la FCO 8. Alors la FCO 8, comme elle est présente sur le territoire depuis 2018, les comptages au niveau national ne se font pas forcément comme on peut les avoir pour la MHE et la FCO 3. Toutefois, elle se fait au sein des différents GDS et au niveau du FRGDS Occitanie, au 13 novembre, on avait recensé 2904 foyers qui touchaient à la fois les cheptels ovins et bovins au niveau de la région Occitanie. Donc, c'est vrai que ce nouveau variant qui est apparu en 2023, il impacte fortement les cheptels ovins avec beaucoup de mortalité sur les cheptels ovins et il impacte aussi les cheptels bovins, mais avec moins de mortalité, mais plus, on va dire, des répercussions sur les résultats de production. Du coup, il y a un plan d'indemnisation qui a été mis en place aussi pour 2024 avec, pour les élevages bovins, ben, un programme au niveau du FMSE, comme pour la MHE, sauf que là, la prise en charge des frais vétérinaires, elle se fait à hauteur de 100%. Et au niveau des ovins, là, c'est différent. Il y a un fonds d'urgence à l'élevage qui a été mis en place sur un système d'avance dans un premier temps et des soldes qui seront perçus ensuite sur 2025. Avec là, c'est un forfait par animal. Et pour bénéficier de ces aides-là, ce sont voilà, des dossiers à faire à travers les GDS et il faut être reconnu cas, c'est-à-dire avoir un résultat PCR positif FCO 8. La stratégie vaccinale, ben, en fait, comme c'est une maladie qui est présente sur le territoire depuis 2018, ben, c'est un vaccin qui était obligatoire pour les échanges commerciaux, donc notamment en bovin, les cheptels qui exportent, les animaux exportés devaient être vaccinés FCO 8 et FCO 4. Et donc ici, le vaccin reste à la charge de l'éleveur. Et enfin, la FCO3. Donc la FCO3, comme vous pouvez le voir, elle impacte beaucoup la zone est au niveau France. Donc, il y a 7666, il y avait 7666 foyers au niveau national. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 9000 foyers. Et au niveau de la région Occitanie, il n'y a que le Tarn-et-Garonne qui a été touché par un cas. Et du coup, en fait, l'impact pour notre région, il se fait avec la mise en place de cette zone réglementée. Du coup, avec ben, de fait des règles pour rentrer et sortir de cette zone réglementée et pour aller aussi pour les échanges commerciaux au niveau des gens qui vendent à l'exportation. Donc sur la FCO3, il y a un plan d'indemnisation qui a été mis en place, donc avec un fonds d'urgence ovins et bovins.
Donc pareil pour les animaux touchés, donc les élevages touchés avec PCR positive, avec un système de forfait pareil pour mère. Par mère, pardon. La stratégie vaccinale, alors, elle a été mise en place de façon progressive au niveau du territoire national, donc un petit peu comme la MHE au début, avec des zones qui étaient, au fur et à mesure que la zone réglementée s'étendait, ben, on avait des zones vaccinales qui étaient mises en place. Et puis au 15 novembre, elle a été décidé ben, voilà, de rendre la vaccination FCO3 gratuite pour tous les éleveurs. Et il n'y a qu'un seul vaccin qui est reconnu pour les échanges commerciaux. Donc aujourd'hui, par exemple, les personnes qui pratiquent l'export en bovin, notamment l'export des broutards, ben, les animaux, pour pouvoir être commercialisés à l'export, il faut qu'ils soient vaccinés FCO8, FCO4 et FCO3. Donc voilà, c'est des coûts financiers pour certains en plus. C'est surtout une organisation, une stratégie un petit peu différente sur nos exploitations avant de pouvoir mettre les animaux en vente. Donc, sur cette campagne-là, ben, qu'est-ce que ça a entraîné? C'est ce que, voilà, c'est ce que je vous disais, ça a entraîné, ben, dès lors que ce cas est apparu, ben, ça a entraîné si ça n'avait pas été forcément anticipé, la vaccination FCO3, donc du coup, ben, ça a entraîné des retards de commercialisation et des retards de départ des animaux vivants en dehors de la zone réglementée ici qui allait finalement jusque Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées, Ariège et l'Aude. Voilà, des règles qui ont été mises en place sur la fin de l'automne, du coup, qui ont un petit peu perturbé les échanges à cette période-là. Donc voilà pour le contexte global de cette campagne-là. Donc maintenant, ben, on va regarder filière par filière un petit peu.